salon Handicap, Emploi et Achat Responsable. Je suis avec Venceslas Baudrillard. Vous êtes président de l'AIA, une entreprise adaptée. Vous êtes donc bien placé, je pense, pour répondre à cette question sur les exigences que l'on peut attendre d'une entreprise adaptée ou d'un ESAT par rapport au secteur ordinaire. Alors, moi, ma réponse, elle est simple. Les exigences que notre client a à notre égard, il est normal que ce soit les mêmes qu'à l'égard de celles de n'importe quel fournisseur. C'est évidemment pas forcément facile à faire. Nous avons quand même des personnels qui ont des situations de santé, des capacités cognitives, des capacités de mobilité qui sont réduites. C'est le problème de l'entreprise adaptée. Le produit qu'elle sort doit répondre au niveau de qualité, au niveau d'exigence du client, au niveau d'exactitude dans les livraisons dont il a besoin et dont il a l'habitude avec des fournisseurs ordinaires. Parce que si nous n'arrivons pas au niveau des fournisseurs ordinaires, nous serons balayés à l'appel d'offres suivant. C'est aussi simple que ça. Et comment faciliter le recours au secteur adapté et protégé dans le processus d'achat des entreprises? Alors, moi, je pense qu'il y a deux façons d'avancer dans ce domaine-là. D'abord, il y a la capacité de proposition du secteur adapté et protégé lui-même. Or, moi, ça fait très longtemps que je suis ce sujet-là, puisque j'ai commencé à travailler sur le problème des travailleurs handicapés quand j'étais au ministère du Travail à la fin des années 70. Et il y a eu une évolution vers la professionnalisation de leurs prestations qui a été absolument extraordinaire. La qualité de l'équipement qu'on a aujourd'hui, si vous regardez les grandes entreprises adaptées qui font par exemple du recyclage de déchets, entre ce qu'elles font aujourd'hui avec le matériel qu'elles ont aujourd'hui et ce qu'elles faisaient il y a 15 ans, c'est un monde. Nous avons une blanchisserie. Notre blanchisserie, elle a ce qui est vraiment de plus à la pointe comme matériel, à la fois en termes de performance technique comme en termes de performance écologique. Alors ça, c'est le premier aspect, c'est l'effort du secteur adapté lui-même. Le deuxième aspect, c'est que les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, mais pas simplement elles ont à avoir une prise de conscience de leur responsabilité sociale, de leur responsabilité environnementale. Tout ça est un ensemble. Je veux dire, leur problème, c'est de redonner un sens au travail. Et de ce point de vue-là, demander à leurs acheteurs de faire de l'achat responsable, ça donne du sens au travail des acheteurs. En plus, en termes de communication interne, une grande entreprise a forcément parmi ses salariés des dizaines de pères et de mères de famille qui ont un enfant handicapé, qui ont un proche, un frère, une sœur, etc. Donc il y a une manière de fabriquer de la motivation qui est extraordinairement efficace. Et bien utiliser la convergence de ces deux énergies peut produire des résultats magnifiques. Et ces résultats, il les faut, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2007, le taux de chômage en France était de 8,5% et le taux de chômage des travailleurs handicapés était de 10%. Aujourd'hui, le taux de chômage des personnes valides est de 10%, le taux de chômage des travailleurs handicapés est de 22%. Donc il y a un besoin, une urgence sociale. Je dis ça, j'essaie de ne pas utiliser de trémolo dans la voix en disant ça. Mais c'est une espèce de réalité. La durée de chômage des travailleurs handicapés qui sont inscrits à Pôle emploi ne cesse d'augmenter. On en est aujourd'hui à des anciennetés moyennes de chômage de 2 ans et demi. Donc il faut se rendre compte de ce que ça représente comme désocialisation. Et il faut se rendre compte aussi de ce que ça représente comme chute dans la pauvreté, comme chute dans la perte des repères sociaux. Nous avons dans notre entreprise, sur les 90 salariés que nous en avons 17 qui ont l'âge de prendre leur retraite. Eh bien, ils restent à travailler. Pourquoi restent-ils travailler? Il y a évidemment la perte de revenus de la retraite, mais il y a aussi la perte de la relation sociale. S'ils quittent l'entreprise, ils se retrouvent dans leur HLM, dans leur pavillon de banlieue, et ils n'ont aucune envie de perdre cette relation quotidienne avec des collègues de travail. Votre entreprise est un exemple parfait d'adaptabilité du secteur, puisque vous êtes passé du câblage automobile à la blanchisserie. Comment s'est orchestrée cette mutation ?
Bon, je vais essayer de ne pas être vaniteux, mais c'est vraiment une de mes très grandes fiertés professionnelles. Nous faisions du câblage automobile depuis 1992, donc c'était véritablement notre métier. Puis à partir de la fin des années 90, le câblage automobile a été massivement délocalisé par les grands fabricants, que ce soit les constructeurs automobiles ou les grands équipementiers. Et objectivement, quand ils pouvaient payer 10 euros l'heure en travaillant en Tunisie avec le même niveau de qualité, il y avait peu de raisons qu'ils continuent à travailler à 25 euros l'heure en France. Donc à ce moment-là, avec mon conseil d'administration, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on organise une disparition programmée de notre entreprise en accord avec les constructeurs automobiles, ou bien est-ce qu'on essaye de ressusciter sur un autre créneau d'activité? Donc j'ai fait le tour d'un certain nombre de grandes entreprises et j'ai rencontré Air France, qui avait à ce moment-là un problème de cotisation à GFIP qui était devenu très aigu avec la loi de 2005. Et Air France a monté avec nous une véritable opération de partenariat pour nous permettre de nous convertir dans la blanchisserie en nous donnant dès le départ un contrat qui durait 5 ans et qui nous permettait donc d'assurer l'avenir au moins pendant une période suffisante pour que tout le monde s'adapte. Et donc tous nos salariés ont appris ce nouveau métier qui n'a rien de commun. Le câblage automobile, ce sont des postes de travail individuels. Des équipements, le poste de travail coûte en moyenne 500 euros. La blanchisserie, une machine de repassage, ça coûte 170 000 euros. Un gros séchoir, ça coûte 135 000 euros. Et une fois que vous avez mis tous les tuyaux qui vont autour, vous en avez pour 50 000 euros de plus. Donc c'est une équation économique complètement différente, une équation technique complètement différente. Eh bien, on a fait de la formation. On a pris le temps qu'il a fallu. Nous nous sommes appuyés sur le centre technique de la profession. Et nos salariés ont appris ce qu'étaient les différents textiles, ils ont appris ce qu'étaient les différents produits chimiques qu'on utilise pour nettoyer, ils ont appris ce qu'étaient les différentes machines. Et aujourd'hui, nous sortons avec un niveau de qualité. Par exemple, c'est nous qui faisons le linge de table de la première classe d'Air France. Eh bien, Air France nous demande 100% de taux de conformité dessus. Eh bien, là-dessus, nous leur livrons tous les jours 20 000 articles pour la première classe et ces 20 000 articles sont à 100% conformes. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises ordinaires qui fassent du zéro défaut. Formidable, c'est un très bel exemple de reconversion et de réussite, bravo. Vous pouvez effectivement en être fier. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci, et merci madame. d'être venu sur le plateau, merci.